Hola, ¿qué tal? Soy Janfres. Bienvenido a Canvas, el canal en el que te comparto todo lo que sé sobre ilustración y arte conceptual. Este video es para ti, porque sé que te preguntas si tienes lo necesario para ser artista, para trabajar en la industria de la animación del videojuego. Lo sé porque yo me pregunto lo mismo y todos los artistas nos preguntamos lo mismo. Pues mi invitado de hoy te tiene la respuesta. Uno de sus muchos logros es haber sido director de animación de la película El Gigante de Hierro, que si no la has visto la tienes que ver, es más que culta, es de mis pelis preferidas y te va a encantar. Y en esta peli trabajó con Brad Bird, el director mítico de Los Increíbles, de Ratatouille. De hecho, al final de esta entrevista, Stefan nos comparte un poco lo que ha aprendido al estar en contacto con este genio. Pero antes de dejarte con Stefan, nada más te quiero decir que no comparto al 100% lo que dice al inicio de este video y me interesaría muchísimo conocer tu opinión en cuanto a esta idea de si uno está o no hecho para esto. Por favor, déjala en los comentarios del video. Nada más te quiero decir que si te interesa este canal y si te gusta lo que estoy haciendo, te dejé un pequeño mensaje solo para ti al final de este video. Y ya basta de introducciones, que disfrutes esta maravillosa entrevista. Quand je fais des conventions, tu vois, pour les comics, donc je vais aux 4 coins des États-Unis, je vais dans toutes les villes, je fais avancer je suis en tournée, tu vois ce que je veux dire? Et toute l'année, donc là, évidemment, cette année, on n'en fait pas, mais heu, mais sinon, on en fait énormément. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, quand j'étais au Mexique. Hem, donc à chaque fois, où que j'aille et le plus loin de LA, qui est, comme tu dis, un centre déjà industriel, pour l'anime et tout ça. Par exemple, je suis à Kansas City ou je suis à je ne sais où. Immanquablement, une famille arrive. Un teenager, de nos jours, souvent une fille, parce que le truc le incroyable qui se passe maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de filles qui sont, intéressées par, l'anime, le dessin, le BD, tout ça, c'est génial. Alors que moi, de mon temps, il y en avait pas. Donc je pense que ça va amener une voix, un point de vue et tout ça qui est vraiment génial. Donc voilà, donc souvent arrive une famille, une fille, teenager, et 2 parents qui sont très supportifs et qui sont terrifiés. Qui disent: «Voilà, notre fille, elle veut faire de l'animation ou de la bande dessinée. Bon, ben, moi, je suis marchand de chaussures et ma femme, elle travaille, je ne sais où. On n'a aucune idée de ce que c'est. Est-ce qu'il y a des jobs? Est-ce qu'il y a pas de jobs? Est-ce qu'elle a le talent pour le faire?» Alors, la première question, est-ce qu'il y a des jobs? C'est facile parce que tu dis aux gens: «Regardez, regardez autour de vous», et c'est ça que je leur dis, je dis: «Regarde, regarde, ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Tu es à Comic Con, il y a 10 000 mètres carrés de, voilà. Ces trucs-là, ils sont pas apparus par magie, c'est des artistes qui ont été payés pour les dessiner. Donc rassure-toi, il y a des jobs. Ok. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ma fille a le talent pour le faire?» Et là, la pression maintenant est sur moi. Je dis: «Ok, donne-moi le portfolio». Et là, j'ouvre le portfolio et tu regardes une page et je sais exactement quelle est la réponse. Donc, tu vois, après, tu peux rentrer dans les détails, mais je sais immédiatement si c'est possible pour cette personne d'avoir une carrière en tant qu'artiste commercial. Ce que je veux dire par là, quelqu'un dont c'est l'activité professionnelle et qui paye son mortgage et son loyer comme ça. Ou alors, non, c'est sympa. Voilà. Donc, si c'est la première catégorie, que je vois qu'effectivement, c'est une personne qui est dans un stade pré-professionnel, ou même pas encore vraiment pré-professionnel, mais tu vois déjà les signes d'un intérêt qui est tellement fort et d'une voix qui est tellement ciblée que tu as. Donc Comment, à ce comment, moment-là, comment tu distingues ça si tu devais le dire je concrètement? peux pas te le dire avec des C'est mots. Tu difficile. le vois dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Euh, donc à ce moment-là, les conseils que je vais donner, c'est technique, technique. Voilà, ok, tu as du talent, c'est génial. Là, il faut que ton niveau est là. Tu as quel âge tu as? 15 ans et demi. Ok, ça te donne un an et demi avant de finir le lycée. Ok, il faut absolument que ton anatomie soit mieux. Il faut absolument que tu saches dessiner ça. Il faut que tu aies un sens de la couleur moins naïf. Enfin, tu vois, bon, je ne dis pas comme ça, mais j'explique un peu les directions. Vas-y, va, tu es sur ton chemin. Après, c'est à tout.
si dans 1 an et demi, tu as continué comme ça et que tu es toujours intéressé, tu es sur la bonne voie. Alors après, Deuxième les défi. autres. Et là, je vois et je dis, dans un univers réaliste, il n'y a aucune version où cette personne un jour travaillera chez Disney ou machin ou ceci, cela. Merde. Ok. Donc, à ce moment-là, il faut dire quelque chose de constructif. Mais il ne faut pas mentir. Bien sûr. Donc, dans ces cas-là, je dirais un truc du genre, ouais, c'est vraiment intéressant. Et c'est là où j'essaye de Ouais, tu bien vois, sûr, faire bien sûr. Glenkin. Tu vois ce que je veux dire? De voir, Le bon. ok, pourquoi cette personne s'emmerde à faire des dessins et qu'est-ce que ça veut dire et à quoi, quel est l'intérêt? Et il y a toujours un intérêt. Ce que j'ai appris avec Glenn. Donc tu cibles sur le truc qui a un intérêt. Et là, je dis, ah ouais, tu vois, j'aime vraiment, là, tu as un sens de la. Tu as capturé ça, c'est vraiment, vraiment sympa et ceci, cela. Et là, je dis, je sais pas si il y a des studios qui font ce genre de trucs ou c'est ça, je veux pas te donner de faux espoirs là-dessus, mais ce que tu fais, c'est vraiment intéressant parce que regarde, là, tu as vraiment un truc super fort. Et moi, si j'étais toi, je continuerais là-dessus, continue là-dessus, fais tes autres trucs, fais tes études, mais continue là-dessus parce que là, en tant qu'artiste, là, il y a une relevance, là, il y a un truc vraiment qui est vraiment intéressant, qu'il faut vraiment continuer. Voilà. Mais la réalité, c'est que oui, tu ouvres le truc à la première page, tu sais si réalistement cette personne peut avoir un job où on te paye pour dessiner des trucs ou non. Alors après, il y a une autre question qui est à l'intérieur de ça qui est plus difficile, c'est si tu vois que c'est une personne qui a assez de clarté de vision pour un niveau professionnel et dont la technique, si ce n'est déjà en place, déjà à un niveau euh, euh, qui est, toi, où tu vois que ça peut se développer relativement facilement. Donc la question, c'est de savoir, OK, et ça, c'est là où je me tourne vers les parents et je dis, OK, voilà la bonne nouvelle. Oui, votre enfant, là, votre teenager, a le talent, ça ne s'apprend pas, ça ne s'invente pas, a le talent, clairement la motivation et a déjà assez de techniques en place pour que oui, si il ou elle veut, peuvent devenir un artiste professionnel. Il n'y a pas de souci. Ça fait 30 ans que je le fais professionnellement, que je paye mon loyer, que j'ai élevé mes enfants. Ne vous inquiétez pas, comme vous voyez, il y a plein de boulot tout autour. Tout va bien. Maintenant, la question, c'est pas ça. La question, c'est oui, mais qui tu veux être comme artiste? Hmm. Parce que dans l'industrie, tu as plein de types d'artistes différents. Tu as des gens qui sont ce que je vais appeler des techniciens, même artistes, mais techniciens hautement payés, Mhm. où tu as des gens, ou on va dire des performers qui sont, je pense c'est plus dans l'esprit, tu es un performer, tu es un artiste, par exemple, tu es un animateur, tu vois, un animateur, tu vois, ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes une scène à animer. Vas-y, anime. L'histoire a été racontée par quelqu'un d'autre, les dialogues ont été enregistrés par quelqu'un d'autre. Toi, ce que tu veux, c'est créer cette performance, c'est ça, c'est ton job, c'est qui tu es en tant qu'artiste. Eh ben, c'est génial. Va être animateur, va travailler à Pixar, machin. Euh, Top. Maintenant, donc, tu vois, si par contre, ce que tu veux, je vois, c'est plus un sens de l'humour, c'est plus des machins. Et je dis, en fait, toi, ce que tu veux, c'est, tu t'en fous de dessiner aussi bien que Milt Cole. Ce que tu veux, c'est, ou d'animer aussi bien que Glenn Keane ou je ne sais qui. Ce que tu veux, toi, c'est faire, tu as quelque chose à dire sur le monde et tu veux le dire avec ton show sur cartoon, tu vois, sur Adult Ouais. Swim. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Si ça, c'est qui tu es, va pas t'enterrer à pleurer des larmes de sang, à vouloir devenir un animateur à Pixar. Tu vas être, tu vas grimper une montagne technique que tu n'as pas besoin de grimper. Tu vas t'étioler existentiellement parce que tu vas pas arriver ni au niveau de responsabilité, ni à arriver à un ton d'expression qui est le tien naturellement. Va faire des storyboards à Adult Swim et crée tes trucs à côté et vends-les et toi peut-être tu auras ton show sur Adult Swim. Donc j'essaye de dire aux gens, d'essayer essayer qu'ils comprennent
qui es-tu as un artiste? Tu vois, parce que, et surtout, et le truc que je dis en fait, c'est ça, c'est essaye de comprendre quelle est ta voie créative, et voix au sens, Bien sûr. ce que tu, pas ta voix, Mm. ta direction, mais ta personnalité créative, et essaye de comprendre où cette voix a un environnement organique dans lequel elle peut s'exprimer et se développer. Plutôt que d'aller, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Si ton rêve, c'est de faire Pixar, va pas travailler sur, genre, je n'en sais rien, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si ton rêve, c'est les Simpsons, va pas, voilà. Donc, c'est très, très important, pour les artistes, parce que si tu veux, il y a 2 choses qui sont très difficiles à résister. C'est l'attrait d'une porte ouverte, Mhm. et l'attrait toutes les mauvaises raisons, c'est-à-dire le prestige, tu vois, de pouvoir dire ouais, je L'orgueil. travaille à Disney, ouais, tu vois ce que je veux dire? Et, ça, quand tu as ça et que tu as pris goût à ça, c'est très, 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 très dur d'y résister. Mais en tant qu'artiste, c'est pas forcément là où tu dois aller. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, Euh, tu parlais de rêve tout de suite. Tu disais, ouais, si ton rêve c'est ça, c'est ça. Est-ce que parfois les gens se trompent de rêve? Est-ce qu'il y a justement des artistes qui pensent que leur rêve c'est d'aller à Pixar, quand en réalité, enfin, en tout cas, quelle est la différence entre le rêve et la capacité? Il y a des personnes dont la nature c'est l'humour, comme tu disais, mais leur rêve, si tu les écoutes, c'est d'aller à Pixar. Est-ce qu'il y a des moments où tu invites ces personnes à questionner leur rêve, à douter de leur rêve ou... C'est-à-dire, en fait, tu vois, le fait que j'utilise le mot rêve, en fait, et j'aurais pas dû utiliser ce mot-là, parce que tu as raison, c'est un mot très dangereux. Euh, le truc le mot que j'aime bien utiliser en anglais, c'est work, your work, Hmm. tu vois? Pas au sens job, au Mhm. sens your work, tu vois? Euh, Ton euh, œuvre, en français ce serait œuvre. On pourrait voilà, dire ton ça comme œuvre, ça. ton travail. Quel est ton travail? Tu vois? Pas au sens ton emploi, mais quel est ton travail, tu vois? Moi, c'est ce que mes parents me disaient quand j'étais gamin. J'ai eu la chance que quand tu vois, je disais à mes parents: «Tiens, j'ai besoin de ci, c'est ça pour dessiner», et puis qu'ils me le je disais: «OK, tu as besoin de ça? OK, tiens, voilà», clac, ils me le donnaient, et là, ils disaient que c'est mon père, ou après ma mère, disait: «Voilà, là, maintenant tu es bien installé pour travailler, fais ton travail», Mhm. tu vois? Et donc, c'est important en tant qu'artiste de savoir quel est ton travail, et des fois, tu peux apprendre beaucoup en faisant des choses qui ne sont pas ton travail, en apprenant d'autres choses, mais faut essayer. La vie est courte. Faut aller vers là où tu as quelque chose à dire, là où tu as quelque chose à faire. Et surtout, c'est pour ça que je pense que, il faut se débarrasser, le mot rêve était en fait malvenu. Heu, c'est parce qu'il y a un truc, je pense, qui de nos jours, c'est day job versus dream job. Mhm. Tu vois? Et c'est une question de le truc que les gens me demandent beaucoup, dans les conventions, c'est en fait toutes les questions peuvent être ramenées à une question que tu pourras résumer de la façon suivante: comment est-ce que je peux faire pour que mon day job et mon dream job soient la même chose? Mhm. En d'autres termes, je travaille, comme, assistant comptable, c'est mon day job, ça paye mon voilà, mais mon rêve, mon dream job, ça serait de travailler dans l'animation. Comment je peux faire? Et ça, en fait, c'est hyper toxique, et surtout, ça mène nulle part, parce que la réalité, et en fait, si tu veux, c'est ce qui est, ce qui est valued, ce qui est mis en avant dans notre société. C'est le rêve qui est vendu à tout le monde. C'est que Mhm. si jamais tu peux arriver à un stade où ton day job et ton dream job sont une chose, là, ça y est, t'es arrivé là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ça Tu pousse seras tout le heureux. monde. C'est ça qu'on te vend, non? Tu seras Et c'est ça enfin qu'on nous heureux. vend. D'ailleurs, tu vois le négatif de ça, tu sais, quand tu vas sur les sites, de news et en bas, tu as toujours le clickbait, tu sais, où ils veulent te faire cliquer des trucs, et ils te disent toujours, oh, tu as toujours celui-là qui revient à chaque fois, c'est quelle star maintenant travaille 9 to 5. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. genre,
qui a régressé de dream job à day job. Tu C'est vois la ce que je veux dire? pire déchéance qui puisse t'arriver. Voilà, le pire truc qui puisse Ouais. t'arriver. Voilà. Donc, la réalité de ça, c'est que c'est une illusion. Parce que quel que soit ton dream job, c'est ce que je dis toujours, c'est ton dream job, c'est ton day job de dans 6 mois. Mhm. C'est-à-dire que quel que soit, et ça a aussi un peu à voir avec le côté de l'artiste, comme je disais tout à l'heure, qui doit faire un truc et s'en séparer. Bon, je veux dire, tu, dream job, day job, c'est qu'une question non seulement déjà, ça, c'est relatif. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un, un réalisateur comme, comment il s'appelle, Christopher Nolan, par exemple. Bon, c'est quoi son day job? Son dream job, c'est quoi? C'est de réaliser Interstellar. Son day job, c'est quoi? C'est de réaliser les films de Batman. C'est son day job. Il le fait pour qu'il puisse faire Interstellar. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pour n'importe qui d'autre au monde, réaliser les films de Batman, c'est ton dream job. Mais n'importe quel dream job que tu as, c'est ton day job de dans 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, cette espèce de pousser en avant, d'essayer toujours de se projeter sur le plus de succès, plus de succès, plus de succès, c'est un truc qui ne mène nulle part. Ce qu'il faut se dire, c'est pas ça. Ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que je fais mon travail maintenant? Am I on my, tu vois ce que je veux dire? Et c'est, tu vois, et c'est là où j'en reviens au portfolio. C'est que quand j'ai la portfolio de quelqu'un qui, oui, a les skills ou la disposition pour qui pourra travailler dans l'anime ou dans la BD, ok, très bien, va le faire. Mais si je vois quelqu'un qui clairement n'est pas dans des critères professionnels, mais où je vois qu'il y a une expression qui arrive sur la page, tu vois, je dis pourquoi tu veux te faire payer pour faire ça? Tu es tranquille, tu es chez toi, tu as ton loyer qui est payé, tu rentres chez toi et tu fais ça. Et c'est génial. Et ce que tu fais, c'est une valeur. Van Gogh, il n'a pas vendu un seul tableau quand il était vivant. Et alors, c'est pas un artiste professionnel? Bien sûr que c'est un professionnel. Tu penses que donc, il ne faut pas le voir en termes de day job, dream job. Il faut voir, est-ce que je me mets dans une situation où je peux vraiment lean into my work? Tu vois ce que je veux dire? Vraiment m'investir dans mon travail, tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre assez de techniques pour ne pas être limité dans ce que tu veux faire. Ça veut dire ne pas se projeter dans des trucs de outcome pour pas se trouver séparé et dans le moment complètement investi sans aucune séparation dans ce que tu fais. Ça veut dire ne pas chercher, parce que ne pas chercher une validation extérieure de ton art en disant ah si jamais je suis engagé par DC Comics là je suis un vrai artiste, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? euh, Tu sais, quand tu travailles pour quand je disais tout à l'heure quand tu travailles d'une manière entre guillemets professionnelle, tu le sais très bien, ton travail est critiqué en permanence. Je veux dire, il y a toute Une une chaîne. armée de gens dont le but c'est de te dire ce que tu fais de travers. Bon, il y a même des gens dont le but c'est de te dire que ce que tu fais c'est pas terrible pour te payer moins cher. Donc, si en tant qu'artiste qui travaille chez toi tout seul, que personne n'emmerde et qui emmerde personne, tu ne peux pas trouver les validations alors que personne vient t'emmerder, comment tu vas rester dans la validation si tu te retrouves à Disney que tous les 6 mois il faut aller faire une évaluation où tout le monde te dit ah oui mais il y a des bon, où les gens, si tu veux, où l'industrie a presque une vested interest à te rabaisser d'une certaine manière pour pouvoir te payer moins cher. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Donc, moi, c'est ça, le message principal, je dirais, c'est ça. C'est de quel est ton. Et si tu veux, on peut dire c'est un peu hypocrite de ma vie, parce que de ma part, parce que oui, toute ma vie, j'ai effectivement travaillé dans l'anime, travaillé dans la BD, travaillé tout. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. Donc, si tu veux, j'ai beau jeu de dire non, mais tu peux travailler, tu peux être livreur de pizza, ça change rien. C'est vrai, je l'admets. Mais c'est aussi pour ça que dans ma carrière, j'ai fait des choix plus d'une fois, et notamment avec la BD, de créer ma propre maison d'édition et cela, de quitter des trucs qui étaient super, entre guillemets, prestigieux, tu vois, pour aller faire des trucs qui, par comparaison,
Les gens qui travaillent là-bas voient ça comme: «Ah, tu es un livreur de pizza maintenant?» «Non, non, Mhm. je suis pas un livreur de pizza, je fais mon travail, tiens regarde, il est là». Heu si tu veux, c'est ça et c'est ne pas chercher la validation d'une manière, artificielle. Je trouve ça complètement passionnant et je pense que petit à petit, il y a un vrai thème qui s'est développé dans cette conversation qui est assez, qui sera assez facile à définir. Mais juste pour finir sur cette idée, puisque ça fait déjà un bon bout de temps, je voudrais pas t'accaparer pendant toute la journée. Euh, si je vois où tu veux en venir, et j'aimerais le comprendre pour moi et pour les gens qui nous écoutent, ou en tout cas le verbaliser je sais pas si ça a besoin d'être verbalisé d'une autre façon, mais être sûr de bien le comprendre. Ce, ton point de vue sur l'idée euh, ne te laisse pas séduire par les sirènes du dream job, qu'un jour tu vas avoir ce que tu n'as pas maintenant. Et donc il va falloir que ce soit des personnes, des employeurs, des studios, des Oscars, des récompenses, quoi que ce soit qui le valide pour toi. Ne crois pas à ça et considère que dès maintenant, euh, ce qui est important, c'est ton travail et la satisfaction que tu en retires dès maintenant, en fait. Et si tu as déjà ça maintenant, ton plan de carrière se dessinera un peu tout seul, puisque en réalité, ton seul objectif, ça sera de maintenir ce que tu as déjà maintenant. Si c'est ça le discours, qu'est-ce que, comment est-ce que tu l'appellerais en fait cet état de satisfaction en fait dans lequel tu es maintenant et qui te permet de juste de est-ce que tu appelles ça prendre du plaisir? Parce que ce que j'aimerais en fait, c'est essayer de donner un critère en fait. Parce que ce que tu dis en fait, c'est quelque chose de très peu palpable en fait. Tu es en train de dire aux personnes, bon bah, il faut que tu, il faut que tu suives un peu ton instinct. Et dans la mesure où ton instinct te dit que tu es en train de faire ce qui est correct, alors de toute façon, tu pourras aller de l'avant et tu te laisseras pas, encore une fois, biaisé par de faux rêves, puisque c'est de ça dont on parle en fait. Des personnes qui sont complexées au quotidien, qui font des choses qui leur plaisent pas nécessairement. On parle du monde artistique, mais c'est des personnes qui sont convaincues qu'il faut qu'elles gagnent des millions. Ouais, Elles ont aucune idée de pourquoi, mais il paraît que quand elles auront des millions, tout va être mieux en fait. ouais. Eh ben, moi, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, c'est ce thème de l'argent et du bonheur en fait. Et je pense que c'est la même chose, mais si c'est pas, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme critère en tête pour être sûr que tu vas pas te laisser séduire par ça? Est-ce que c'est si tu prends du plaisir tous les jours? Parce que du plaisir, il n'y en aura pas toujours. Quand ça devient un day job, il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où il faut faire des efforts. Les musiciens font des efforts. Les sportifs font des efforts. Il y a de la douleur dans le fait de créer aussi. Qu'est-ce que ça serait en fait le seul marqueur en fait qui pourrait te permettre de dire ok, je suis là où je devrais être en fait. Une question un peu compliquée, hein. Et non, c'est si tu pour moi, c'est si tu arrives à si tous les jours que, tu vois, tu crées quelque chose où tu as l'impression que ça veut dire quelque chose, que tu as contribué quelque chose. Et ça, je veux pas dire forcément que ça, tu vois, sauver la planète ou machin, mais que ça a une vérité. Par exemple, je te donne un exemple. Hem, donc il y a peut-être une petite dizaine d'années maintenant, peut-être un peu moins, donc j'étais en plein dans ma carrière d'animation. J'y suis toujours, mais bon, j'y étais encore plus, disons. Hem, je me suis décidé tu sais quoi? J'ai toujours voulu faire de la BD aussi. J'en faisais quand j'étais ado, et j'ai juste arrêté en fait après les Gobelins parce que la carrière d'anime a pris le dessus. Je veux en faire et les gens me disaient: «Mais tu fou, mais ça va prendre du temps, mais tu vas perdre ta maison, qu'est-ce qui va se passer?» Je dis: «Non, non, non». Et j'ai continué à faire de l'anime, mais je me suis vraiment investi dans faire de la BD. Et j'ai commencé à je me suis dit: «Bon, bah, puisque c'est ça, je vais publier moi-même aussi». Non pas parce que je j'avais pas de publisher, machin, mais simplement parce que je voulais tout contrôler. Je me suis dit: «Si je vais me faire un truc, tu vois, artistiquement par moi-même de A jusqu'à Z, je veux tout contrôler. Je veux contrôler quand les livres vont sortir, je veux pas qu'on me dise: "Ah bah oui, il y a des commandes, mais on n'a plus d'inventaire", voilà. Non, non, j'ai dit: «OK, c'est pas un marché trop difficile à gérer, boum, OK».
Donc je me suis lancé là-dedans. Et une des manières dont je me suis lancé, c'est que j'ai commencé à faire beaucoup de conventions de BD et d'amener mon stand, le stand Dark Planet Comics, partout, genre 10, 15, il y a peut-être des années où on est monté à 20 grosses conventions de BD dans les États-Unis, et où on s'est mis à vendre, à vendre, à vendre, à vendre des tonnes de livres. Et quand tu reviens tous les ans, c'est les mêmes personnes qui reviennent tous les ans et qui disent: «Ah, je cherche un nouveau livre», ouais, et puis au bout de 2, 3 ans, ils disent: «C'était mon premier, c'est la première personne que je voulais voir», ça. Et tu fais ça. Et le truc, c'est que moi, si je vais dans les conventions, c'est pour parler aux gens. Donc je serrais la paluche. Alors je sais, c'était avant la pandémie et tout ça, mais je dirais que dans les 5, 6, 7 dernières années, j'ai dû serrer au moins 100 000 mains. Et à chaque main que j'ai serrée, j'ai eu une conversation sur storytelling. Et les conversations qu'on a eues, mais elles sont, je veux dire, incroyables. Je veux dire, j'ai eu les gens, j'ai eu de tout, tu vois. Alors, sur des trucs d'anime sur lesquels j'ai travaillé, mais par exemple, bon, évidemment, le Iron Giant, c'est un grand favori. Donc, si j'avais 5 centimes pour à chaque fois qu'on m'a dit c'est mon film préféré, ou ça, mais plus que ça, tu as des gens qui viennent te dire euh, voilà, mon père était super fan d'Iron Giant et il a eu un accident terrible, il s'est fait renverser par une voiture et ceci, cela. Ça fait 1 an qu'il est à l'hôpital et quand il est sorti, on ne pensait pas qu'il allait survivre. Et quand il est sorti, le premier truc qu'on a fait, c'était pour la ressortie d'Iron Giant. On a été le voir ensemble et pour notre famille, c'est le symbole de la survie. Et t'as des trucs, mais tu t'entends pleurer sur le stand où tu as des gens qui m'ont dit, avec mes BD, j'ai des gens qui m'ont dit moi j'ai eu un accident de plongée. Quoi? Oui, j'ai eu un accident de plongée et j'ai été enfermé pendant 3 semaines dans un caisson de décompression. Et le seul truc qui m'a fait tenir, c'est que j'ai lu tes bouquins over and over. C'est tout ce que j'avais dans mon caisson de décompression. Je lisais tes bouquins et j'étais dedans. Et ça, nanana. Et t'as les gens qui disaient, moi, j'ai vu Quest for Camelot et ça m'a sauvé du suicide. Et t'as envie de dire quoi? Mais c'est le pire film sur lequel j'ai jamais travaillé. Eh oui, mais ça a sauvé une personne du suicide, donc ça valait le coup de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Et Uh-huh. quand tu vas voir les gens et que tu sors du studio, que tu sors des publishers, que tu sors des execs, quand tu sors de tout le monde et que tu vas dans la vie comprendre ce que c'est que ce travail que tu fais et comment il est reçu par les gens, ça te transforme et tu le vois plus pareil et tu n'en as plus rien à foutre. Et de savoir si je travaille pour un tel plutôt qu'un tel, est-ce que ma cote va monter ou descendre, je m'en fous. Je fais des trucs, jusqu'à présent, ça se passe bien. Et le truc, c'est que si ça se passe bien pour toi, ça se passera bien pour d'autres aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te mets dans ton... Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est pour tout le monde de quitter son job au studio et de faire ses propres BD et d'aller les vendre dans les concerts. Je ne dis Hmm. pas que tout le monde doit faire ça. Je dis tout le monde doit trouver l'endroit où il a cette émotion et ce sentiment. Euh, Et ça me paraît très très bien ce que tu es en train de dire. D'une certaine façon, ce que tu dis, à mon avis, c'est que c'est difficile à verbaliser, mais si tu sens que tu fais quelque chose qui est vrai pour toi, qui est honnête, je pense que le mot d'honnêteté est assez important et oui, assez fort. Euh, Au final, tu viens de parler de la façon dont c'est important pour les personnes. C'est c'est important parce que c'est une sensation incroyable. Moi, je le vis maintenant avec les vidéos et tout ça. Moi, je fais des trucs pour moi depuis toujours. Et voir que d'une certaine façon, ça aide les personnes à avoir une vie meilleure, oui, anecdotiquement ou sur le long terme, c'est quelque chose dont tu te doutes pas. Mais au final, tu le fais pas pour ça. Tu le fais pas, quand tu es en train de le faire, tu le fais pas parce que tu te dis, ah super, et il y a des gens qui vont venir me faire des compliments, non? Mais non, ce que je pense que tu es en train de dire, c'est que ça a été probablement une des choses qui t'a aidé à comprendre rétrospectivement que tu avais fait les choses bien. C'est de voir, ah ok, en suivant cette idée de si je le faisais et que ça avait l'air vrai et honnête pour moi, alors c'était bon. Ok, quand tu vois qu'ensuite ça a eu un impact positif sur les gens, ah oui, rétrospectivement, ça veut dire que ça fonctionnait en fait. Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Je voudrais pas que les gens confondent en disant, ah, il faut absolument que tu ailles pêcher des commentaires positifs. Mais c'est tellement important, et je t'en parlais tout à l'heure, bon, un petit peu avant l'interview, quand on parlait de la bureaucratie, toutes les inconvénients de travailler dans des gros studios versus
avoir ta propre boîte de comics. C'est-à-dire, à mon avis, moi je le mettrais comme ça. D'un côté, oui, tu as la liberté, et de l'autre côté, tu as la soumission à ta structure. Mais aussi, je pense que la grosse différence, c'est que d'un côté, tu as un système qui est dessiné, designé, pour oublier l'utilisateur final. C'est-à-dire que très très souvent, on te met dans un système où tu vis dans une petite bulle en fait, où tu es entouré d'artistes, tu parles de story et tout ça. Et bien heureusement, il y a des personnes, des grands directeurs avec lesquels tu as travaillé, des grands réalisateurs, qui ont toujours en tête cette espèce d'idée de dire, comme un Glenkin, ce dont tu parlais. Glenkin, ce qu'il faisait, c'est comment je me sentirais moi si je voyais ce dessin, non? Essayer de se reconnecter directement avec l'utilisateur final, chose qui est incroyable à mon avis dans ce que tu fais et dans les comics que tu fais et toutes ces rencontres. C'est qu'ok, tu vois là directement la ligne directe en fait qui puisse y avoir entre ce que tu fais, toi tout seul dans ta chambre en train de faire tes dessins, et l'impact que ça peut avoir sur les utilisateurs finaux. Donc est-ce que c'est ça au final le critère? Essayer de suivre une espèce de vérité. Et la seule chose qu'on essaie de dire ici, c'est ça peut te paraître un peu confidentiel ou un petit peu solitaire, mais on peut te garantir en fait que si tu suis cette espèce de vérité, à l'extérieur, tu vas faire du bien en fait. Tu parlais d'avoir de l'impact. Ça veut pas dire changer le monde, ça veut juste dire qu'il y a des personnes qui vont être capables de connecter et de vibrer avec ce que tu as fait juste parce que ça aurait été joué d'une façon honnête en fait, ou en harmonie. À la culture. Tu contribues Tu à la contribues culture à la culture. de la société. Tu continues la conversation d'une manière qui veut dire quelque chose pour quelqu'un. Et le truc, si tu veux, le truc, je ne voudrais pas que les gens se fassent la mauvaise idée que je dis: «Oh, dans les grands studios, c'est nul, il ne faut pas travailler pour les grands studios». Non, non, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, ou que je dise les execs, c'est tous des cons, c'est pas du tout, du tout, du tout vrai. Il y a des execs formidables avec qui j'ai travaillé dans ma carrière. Et je dirais pas de nom pour pas vexer personne ou quoi que ce soit, mais j'ai des execs vraiment, vraiment, non seulement intelligents, mais vraiment extraordinaires. Et c'est ceux qui ont des succès les plus extraordinaires. Et, mais ce sont des gens qui arrivent à avoir ce point de vue, qui consiste à dire: qu'est-ce que j'essaye de dire avec ce film? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on, tu vois? Et si tu essayes trop d'avoir une approche trop, encore une fois, défensive, tu vois? Parce que l'approche défensive qu'a un dessinateur de BD tout seul dans sa, face à sa page, peut dire: ah, combien il y a de cases, tu vois ce que je veux dire? Un exec peut avoir la même attitude et dire: oh là là, combien de millions on a dépensé tu vois, tu peux, non. Ou alors, tu te dis: «Qu'est-ce qu'on essaie de dire avec ce truc-là? Allez, est-ce que ça le dit? Est-ce que ça dit ce qu'on essaie de dire? Est-ce que ça dit encore plus que ce qu'on espérait que ça allait dire et ça a trouvé sa propre voix? Oui, génial, allez, boum, on le pousse». Et pardon, Et une question. Est-ce que c'est important ou est-ce qu'au contraire, c'est là où les choses deviennent trop commerciales? De pas simplement dire qu'est-ce qu'on dit, mais de se poser la question du à qui on le dit. je pense qu'il y a des gens dont c'est le job, et je pense que tout est une question d'échelle. C'est-à-dire que je pense que tactiquement, c'est extrêmement valide. Mhm. C'est-à-dire que là, on a un film qui sort ou un livre qui sort ou quelque chose qui sort dans 3 semaines, qui existe actuellement, qui va aller voir ce truc-là, on va, tu vois, on va appeler des gens au téléphone, on va voir qui a entendu parler du film, tu vas faire, ils appellent ça tracking et tout ça. OK, donc c'est extrêmement valide à cette échelle-là. Maintenant, à une échelle plus large, les trucs qui ont marché le mieux, c'est des trucs qui sont sortis de nulle part. Mhm. Quand tu as, par exemple, tu prends l'animation, ok? Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une loi de la physique, tu vois, qui dit que l'univers a besoin d'animation. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Quand Disney, l'histoire que tout le monde, enfin, je sais pas si les gens la connaissent de nos jours, mais une histoire quand même très connue, c'est que quand Disney a choisi de faire Blanche-Neige, et donc premier long métrage d'animation jamais fait par qui que ce soit, euh, personne n'y croyait. Il a fallu qu'il mette sa maison en mortgage, tu vois. Tu vois. Une hypothèque. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens à l'intérieur du studio disaient: mais t'es fou. Mais non, nous on fait des courts métrages. Tout le monde disait: les personnes va regarder de l'animation pendant la nuit. Donc, si tu veux,
Et je suis sûr que tous ces gens-là, c'était des gens, alors il n'y avait pas de marketing department à l'époque, mais je suis sûr que c'est des gens de marketing. Quand on a fait des recherches, personne ne veut voir un film d'animation. D'ailleurs, personne ne sait ce que c'est. Ah ouais, voilà. Donc, si tu veux, le marketing, c'est un vrai truc qui a un sens parfait à une certaine échelle. Je veux dire, je sors un nouveau bouquin, j'ai besoin de le vendre. Qui va le voir? Quel journal, machin, bon, 100% vrai. Mais la réalité, c'est que quand j'ai dit, tiens, tu sais quoi, je vais me faire de la BD, ça va être un truc de vampire en noir et blanc, qui se passe dans les années 30, les gens ont dit, mais t'es barjot. Et encore, bon, je prends l'image de synthèse. Je veux dire, quand Pixar ont décidé qu'ils allaient faire des longs métrages, mais les gens disaient, mais t'es barjot. L'image de synthèse, c'est bien pour des objets, des logos. Personne va aller voir un personnage en image de synthèse, c'est des pubs. Tu vois ce que je veux dire? Tu aurais pu faire toutes les études de marketing que tu voulais à ce niveau-là, ça t'aurait dit de pas le faire. Okay, donc, le marketing, c'est hyper important, parce qu'évidemment, sauf que ce jour-là, la 7 et compagnie font leur film, Pixar, machin, bon, ils font leur film, c'est Toy Story, ça révolutionne l'industrie, bah, il faut bien le vendre. Donc là, c'est là où le marketing rentre dedans, on a un truc, on a le vendre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un crayon, c'est le meilleur crayon que tu as jamais vu. Tu as besoin de gens comme ça, tu as besoin de ça, c'est valide. Ouais. Sauf que tu peux pas demander à ces gens-là si tu devrais faire un crayon à la base. Parce qu'à la base, ils vont dire, ah ouais, mais un crayon, quoi. Un stylo, ça écrit mieux, pourquoi tu veux faire un crayon? Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours une prise de risque et un truc, parce que ça vient de l'inconscient. Donc, il y a une fascination, et il y a un truc que toi, tu as vu qui t'a inspiré, et tu as envie de faire ta version, et tu as un truc en toi qui a besoin de s'exprimer au travers de ça, et ça, personne peut te donner permission de le faire. Tu dois le choisir par toi. C'est comme quand, tu sais, c'est comme les gens enfin, comme tout le monde, on a tous des amis qui nous demandent, hey, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? J'ai un truc, c'est ça que je vais faire, mais c'est super risqué. Où j'ai ce truc-là, j'en ai marre, mais c'est safe. Qu'est-ce que t'en penses? T'es mon meilleur ami, t'es mon beau-frère, qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu vas pas lui dire, bah ouais, vas-y, quitte ton boulot, t'as 3 enfants, c'est pas grave. Jamais tu feras ça. C'est pas ton rôle en tant qu'ami. C'est un truc que personne ne peut prendre pour toi. Tout ami te dira, moi c'est ce que je dis quand les gens me posent une question comme ça. Un ami, tu vois, dans la vie privée, tu vois, je dis, mais tu me demandes de faire le choix pour toi entre un truc difficile et un truc facile, un truc risqué et un truc sûr. En tant qu'ami, je vais te dire, bah, excuse-moi, je peux te dire qu'un truc, prends pas de risque. Je vais pas aller te dire, vas-y, traverse le freeway en courant. Aucun ami te dira ça, ami ou pas ami. Donc le marketing, c'est ton ami, mais un ami, tu ne peux pas le mettre en position de te demander de prendre un risque, de te donner l'autorisation de prendre un risque. Tu dois le prendre par toi-même. Après, ils viendront t'aider une fois que tu as pris le risque. Excellent. Super bien. J'aimerais juste te faire une dernière question. Je ne sais pas à quel point elle peut être répondue vite. J'espère pour ton temps que c'est possible. Mais je me rends compte, on est complètement dévié. Je pense que c'était pour de bonnes raisons. On a parlé beaucoup moins de ta carrière et beaucoup plus de la définition d'un artiste, de vocation, de comment évolue un artiste. Et je pense que c'est des questions de fond qui sont bien plus importantes. Et à mon avis d'ailleurs, qui ont beaucoup plus dirigé ta carrière que quoi que ce soit d'autre. Donc à mon avis, c'est exactement ce qui était intéressant de voir avec toi en particulier. Mais pour revenir un petit peu sur ta carrière, tu as travaillé donc avec des personnes aussi fascinantes ou respectées que Brad Bird, que Glen Keane. Tu nous as parlé un petit peu de Glen Keane. Je considère qu'en termes de vision, en termes de ce genre de personnes qui cherchent une vérité, Brad Bird est une des personnes les plus impressionnantes que j'ai vues, et je le connais pas du tout, je le connais juste de loin à travers ses films C'est un et des mec interviews. en or. Alors ma question, ça allait être, quelles sont les 2 ou 3 choses que tu as appris d'autres personnes dans ta carrière qui ont été les plus valides, mais en l'occurrence, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de Brad Bird? Qu'est-ce que tu as appris de lui en particulier, des souvenirs, des choses comme ça? J'ai appris plein de trucs et j'aurais sûrement dû apprendre plus. Euh,
Oui, donc Brad, j'ai travaillé avec lui parce que j'étais un supervising animator sur le Iron Giant. Mhm. Et donc, c'était vachement intéressant à plein de niveaux. Un premier niveau, c'est que le truc que je dis toujours, à tort ou à raison, c'est que j'adore l'animation, mais que je déteste 90% des films d'animation qui ont été faits. Ok. Et ce que je veux dire par là, c'est, j'en reviens à la question de voix créative. C'est-à-dire que euh, j'adore the art form d'animation, Mhm. j'adore l'animation, Ce qu'elle permet. mais je ne suis pas toujours intéressé par le genre d'histoire que l'industrie va donner les permissions de raconter. Une princesse, ça va, deux, ça va, 10, j'en peux plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quoi? C'est pas un jugement de valeur, c'est juste une question de goût. Mais Mhm. bon, voilà. Donc, C'est le problème de toutes ces personnes qui considèrent que l'animation est un genre plutôt qu'un médium, non? voilà, exactement. Exactement. Et en plus de ça, si tu veux, il y a le fait que avec les genres et les clichés, toi tout à l'heure on parlait de trucs qui te séparent d'une vraie expression artistique. Et les trucs qui te séparent, c'est un peu les clichés, je sais pas comment dire en français, mais une pageantry, tu vois, une espèce d'affectation, une affectation. Mhm. Euh, et donc, si tu veux, il y a un moment où le style devient une espèce d'affectation, où en animation, les têtes bougent comme ça, les mains bougent comme... Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tout devient un peu, où tu as du mouvement pour du mouvement, qui devient un style. Alors tu me diras, ça existe dans toutes les formes, je veux dire, en ballet, tu vois, bon, voilà. Mais à un moment où la forme commence à parasiter l'honnêteté de ce qui est dit et comment c'est dit. Mhm. Et, et quand, ce qui était génial avec Iron Giant, quand j'ai vu les storyboards la première fois, l'animatique, je me dis, putain, c'est non seulement en termes de goût, c'est le type d'histoire qui m'intéresse, mais en plus de ça, c'est la première fois que je vois dans le monde, enfin, à portée de main pour moi, euh, non pas un film d'animation, mais un film qui juste est animé. Mhm. Mais c'est avant tout un film, c'est non pas une animation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand donc on travaille avec Brad sur l'animation, justement, son point vraiment sur lequel il poussait en permanence, c'était c'était l'acting. Mhm. C'est-à-dire que toutes les intentions. Alors, c'est un film qui a été fait très très vite, avec pas beaucoup d'argent. Donc, tu as des trucs qui, techniquement, justement, par les techniciens, sont un peu des trucs d'animation, ça se casse un peu la gueule, et ceci, cela. Mais même dans les plans où le dessin ou le mouvement se casse un peu la gueule, l'intention est toujours honnête. Mhm. C'est toujours une honnête et vraie intention d'acting. Et personne ne bouge sa tête parce que c'est comme ça qu'on bouge sa tête en animation. Non, non, Mhm. non. Alors évidemment, ça a le bon, la bonne quantité d'exagération et de machin. Tu veux pas non plus être en opposition par rapport à ton médium. Tu veux utiliser les outils du médium. Donc, tu as un sens d'exagération, tu as un sens de ceci, cela. OK. Mais les intentions sont honnêtes et réalistes et cinématographiques. Et voilà. Et donc, ça, si tu veux, c'était le truc que Brad poussait en permanence. Euh, et c'est en fait toujours, en tant qu'artiste, je dirais, la tension entre le littéralisme et la licence poétique. Ok. C'est-à-dire que, comme je disais avec l'histoire des chaussures tout à l'heure, tu sais, où le gars de Mhm. Danone disait, moi je travaillais dans la chaussure avant, là c'est du 42, c'est pas du 39, je sais les tailles. Hein. Lui, il voyait ça d'une manière complètement artistique, littérale. Littéral. L'animateur dit, mais non, mais c'est un joli dessin, regarde la forme, comment elle s'en a. Voyait ça d'une manière poétique. Mhm. La difficulté, et surtout quand tu travailles, c'est vrai pour tout, même si mais plus évidemment, plus ton art est personnel et abscon, moins c'est important. Mais là, si tu veux s'il est censé avoir une résonance, il doit y avoir quelque part un endroit, et c'est différent pour tous, différent pour tout le monde, un moment où la poésie et le littéralisme viennent ensemble
pour que le message puisse s'exprimer de la manière la plus effective, la plus forte, la plus honnête possible. Et voilà, et donc c'est pour ça que la technique c'est important, parce que sinon le manque de technique devient un truc qui te bloque. Si la technique devient sa propre forme d'art, ça devient une espèce d'abstraction, que ce soit la taille des chaussures ou les mouvements de tête ou ce que tu veux, ou ça aussi bloque l'acting parce que du coup ça devient une espèce d'affectation qui parasite le truc. Donc il faut tout étudier, il faut étudier le dessin, l'anatomie, il faut écrire, il faut comprendre une histoire, il faut comprendre quelle, quelle, quelle est cette scène que tu racontes, qu'est-ce que c'est, il faut comprendre la forme dramatique, on aurait pu en fait partir dans des trucs beaucoup plus techniques et machin. Mais je dirais que le truc, c'est de comprendre, si tu veux, c'est comme si tu demandais à quelqu'un, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es plutôt un artiste technique ou plutôt un artiste qui a des choses à dire, tu vois. C'est un peu comme si tu disais à quelqu'un quel genre de conducteur tu es. Tu es plutôt du genre qui tourne à gauche ou plutôt qui tourne à droite. Plutôt qui freine ou plutôt qui accélère. Ben, ça dépend. Ça dépend où tu es, ça dépend où tu veux aller. Il faut avoir tous les outils. Pour tourner à gauche, tourner à droite, ralentir, accélérer. Il faut des moments se laisser aller, d'autres fois savoir exactement ce que tu fais, des moments avoir aucune idée de ce que tu fais. Il faut c'est la totale. Il faut prendre tout ça et travailler sur la technique jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. De même que quand on parle, là, je ne suis pas en train de... On parle français, honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de trucs comme ça en français, mais donc des fois, j'ai un peu du mal à trouver les mots, mais même, dans ma tête, je ne pense pas à l'accordement des verbes et la grammaire, je n'y pense plus à ça. Donc, tu vois, la technique, il y a 0% d'intérêt sur la technique du langage de la grammaire française quand je te parle. En même temps, si je faisais des fautes de grammaire toutes les deux mots, tu ne comprends rien de ce que je disais, rien non plus. Donc, le dessin, l'animation, le storytelling, c'est la même chose. Il faut aller se confronter le plus possible à la technique et la voir de la manière la plus pointue possible, même si des fois c'est pénible et ça fait mal, mais trouver le fun là-dedans, au point où ce n'est plus une limite par rapport à ce que tu essayes de dire créativement. Incroyable, super analogie, je crois qu'on peut fermer là-dessus. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est là où il faut que tu apprennes le côté technique, ce qui est la langue, il faut que tu parles la langue française, mais ça devient un langage, à partir du moment où tu utilises la langue pour dire quelque chose et que les deux se font simultanément, là ça devient ton langage et là tu peux avoir un discours et communiquer avec les personnes. Ça me paraît parfait. Je vois pas meilleure façon de, de fermer cette conversation. Je vais arrêter l'interview tout de suite. ¿Qué tal? Felicidades por ser de los pocos y las pocas probablemente al llegar al final de esta entrevista. Te quiero hablar nada más un poco de Canvas, de cómo va evolucionando. Canvas va muy bien, gracias a ti básicamente, que tenemos cada vez más seguidores y la respuesta de ustedes todos está siendo increíble. Te quiero decir dos cosas. La primera es que en los próximos meses el contenido de Canvas va a seguir siendo lo que es, no va a cambiar nada. Nada más que probablemente voy a abrir un tipo de membresía para que los que quieren recibir más contenido más premium, por así decirlo, o incluso voy a hacer lives para hacer un tipo de portfolio review o algo así, o probablemente sesiones de dibujo donde voy a hablar de un tema donde la gente podría estar presente y quería saber básicamente lo que opinabas, si te interesaba. Entonces vamos a hacer un pequeño juego. Si me dejas en los comentarios un par de corazoncitos, eso va a querer decir que sí te interesa la iniciativa, que eres de los o de las pocas que llegaron al final de este video, y entonces yo voy a saber si sí o no vale la pena que yo instale esta modalidad. También a la par voy a crear un Patreon donde me van a poder seguir y donde también habrá otro tipo de contenido. Me imagino que ahí se tratará un poco más de videos donde voy a explicar ciertos temas. Será menos editado, pero será mucho más profundo. Entonces creo que para todos los de ustedes que quieren llegar más lejos, será un contenido bastante interesante. El logo de Ulala ya está listo. Este mes, bueno, el mes de septiembre se estrena Sin Falla y ya se va a hacer el cambio de nombre.
en un evento un poco especial del que les iré hablando en las próximas semanas. Otro dato importante, voy a reducir un poco la frecuencia de los vídeos. Ahorita estaba posteando cada semana. Creo que voy a pasar a semana y medio, 2 semanas. Che vecino. Y prefiero darme un poquito más de tiempo para que los vídeos sean muy bien hechos. Muchas veces he tenido que dejar salir los vídeos sin estar al 100% contento. Entonces, no se sorprenden si hay un poquito menos de Canvas, pero lo más probable es que sea de un poco mayor calidad en edición y todo esto. Y finalmente, la otra cosa. Nada más les quiero hablar un poquito de mí, ya como tal, porque tengo un par de cositas que están ahorita surgiendo, que son importantes. La primera es que mi nuevo curso en doméstica acaba de estrenarse. Es sobre teoría del color, es sobre cómo entender color. La verdad es que he trabajado meses en este proyecto para crear un método para explicar el color. Cosa que nunca nadie nos hace. Siempre nos dan términos súper genéricos y todo eso. Y me tardé años en entender el color como pude entender el diseño de personajes o el diseño de otras cosas. Parece ser que el color es esta cosa misteriosa que no se puede explicar porque si lo explicas ya desaparece. Pues sí, se puede explicar. Y sí hay cosas que podemos entender y sobre todo aplicar en nuestras imágenes. Este curso a mí se me hizo muy valioso. Está recibiendo ya muy buena respuesta, aunque se acaba de estrenar. Entonces creo que les puede servir para todas las personas de ustedes que están interesados en el color, y he visto que sí hay muchos, porque los vídeos que tratan de color en este canal son los más vistos hasta ahorita. Entonces, vayan a echarle un ojo. Les juro que les puede ayudar a entender, a aclarar sus dudas en cuanto a color, y sobre todo es un curso muy práctico. Todas las ilustraciones que he creado para este curso, doy el PSD editable adentro del curso, que lo he simplificado y vienen todas las capas por separado, para que puedas aplicar lo que entiendes de color en este curso directamente a este archivo. Así que aunque no dibujes súper extremadamente bien, ya tienes una imagen hecha donde puedes ir aplicando todo lo que viste y hacer un montón de variaciones. Entonces, nuevamente, si te gusta, si te interesa, usa el link que está en la descripción, porque es un link especial donde una parte mayor del ingreso del curso me llega directamente para que puedas seguir haciendo este tipo de cursos. Y lo otro, y te prometo que es lo último, es que mi curso de portafolio está funcionando súper bien, la gente está súper contenta. Me di un mes después del estreno para ver cómo reaccionaban los primeros 100 usuarios y todos parecen estar súper contentos. Hay cosas que estoy agregando para responder un poquito a las cosas que me dijeron que hacía falta para que el curso sea más completo, y lo voy a volver a estrenar o a hacer una promoción especial dentro de 2 semanas para todas las personas que están interesadas y para que el precio sea un poquito más accesible, porque pues se entiende que ahorita las cosas son un poquito complicadas. Es un curso que te permite crear tu portafolio para entrar en la industria, entenderte, ubicarte y sobre todo crear un plan de acción para poder ir evolucionando como artista. Entonces te hablo de lo que es la industria, cómo funciona la industria, lo que es la industria, cómo funciona, cuáles son los diferentes puestos. Te hago una explicación súper precisa de todos los puestos que hay. Te hablo después de cómo se hace un portafolio, cómo ven los portafolios los reclutadores de los más altos y grandes estudios. Después te explico qué es todo lo que necesitas como artista trabajar a diario para poder llegar más allá. Después te ayudo a crear tu plan de trabajo personalizado para que tú puedas partir de donde estás ahorita al llegar a este punto de estar contratable para la industria. Y finalmente te hablo de dinero. Cómo puedes negociar un sueldo, cómo puedes hacer más contactos en tu red para tener más oportunidades de trabajo y ganar más dinero, cómo poder mejorar tu valor para ganar más dinero. En fin, es un curso ultra completo que la verdad me da mucho orgullo y mucho orgullo que la gente esté respondiendo. Entonces, también está el link abajo, la promoción ya está activa, nada más que nadie lo sabe ahorita, nada más es para ustedes. La próxima semana o dentro de 2 semanas voy a empezar a publicarlo oficialmente para que la gente se empiece a aprovechar de esta oportunidad. Y como siempre te lo agradezco, pero un montón por ser parte de este gran proyecto. Está evolucionando contigo. Por favor, cualquier cosa que necesites, déjame mensajes, comentarios. Ya viste que trato de contestar la mayor parte de los mensajes, las dudas y todo esto. Entonces, aquí está nuestro canal, literalmente, de comunicación. Espero que sigas aprendiendo un buen gracias a todo este contenido. Te mando un fuerte abrazo. Bye bye, cuídate mucho.